Nous reprenons pour la dernière partie de la journée avec la troisième clé du succès, du vertical à l'horizontal, qui impulse, qui dirige, qui contrôle. Et sont présents à la table Françoise Grossetête, Dominique Pont, Nicolas Revel. Le modérateur sera Antoine Flao. François Dupuis est excusé, il est malade, cloué au lit à Paris. On lui souhaite un prompt rétablissement et plein d'amitié. Et je ne le remplacerai pas, mais je prendrai la place. Voilà. Alors, on va envoyer maintenant la petite vidéo d'introduction. Ministère de la Santé, Bercy, DGS, DGOS, DGAS, HAS, ARS, ANESM, ANSM, EFS, Agence de la biomédecine, HCCAM, UNCAM, et j'en passe. Dans ces institutions du système de santé, des gens, dans des bureaux, la plupart du temps à Paris, rédigent en permanence des arrêtés, des décrets, des directives, des textes réglementaires, des référentiels de qualité et des recommandations pour les hôpitaux et la médecine de ville. La vie d'un directeur d'hôpital ou celle d'un généraliste dans son cabinet serait encore trop simple si ce millefeuille délirant de textes, parfois contradictoires, ne s'accompagnait pas des contrôles en pagaille qui vont avec. Cette folie réglementaire est pleine de bonnes intentions. Elle vise à faire tourner au mieux les structures sanitaires. Le résultat est tout autre. Dans ce système bureaucratique et vertical, chacun finit par être enfermé dans un carcan sans que personne ne soit vraiment responsable des objectifs et des résultats. La solution, elle est peut-être à chercher du côté des entreprises, qui ont compris depuis longtemps que le seul moyen d'améliorer la qualité des services que l'on procure est de passer d'une organisation verticale à un modèle horizontal et transversal fonctionnant par projet. Tous les managers le savent, c'est du terrain que viennent les innovations. Une aide-soignante ou un infirmier sauront toujours mieux qu'un monsieur dans un ministère comment optimiser leurs pratiques. Les patients ont 1000 choses à nous proposer pour répondre à leurs demandes dont l'immense majorité ne coûte pas un euro de plus. La force de proposition potentielle est grande, mais encore faut-il savoir la susciter. À quand des directeurs d'hôpitaux en immersion ponctuelle dans leur propre établissement pour brancarder, faire des toilettes ou la vaisselle? Bonsoir à tous. On va essayer d'aborder cette table ronde en parlant d'Europe et en parlant de France. En parlant d'Europe parce qu'on a la chance d'avoir une députée européenne avec nous. Et je vais faire un tout petit détour par la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, mais qui est évidemment très proche. La Suisse où je travaille et qui m'accueille. En effet, on est plusieurs en Suisse à se rendre compte qu'il y a un système très horizontal de démocratie. C'est-à-dire qu'on vote sur tout. On vient de rejeter le paquet de réformes sur la réforme des retraites. On nous a appelés à voter sur le diagnostic préimplantatoire. Sur des sujets compliqués ou sur des sujets simples, on vote sur tout. Et en fait, il ne s'agit pas de plaquer un système sur un autre. On ne va pas mettre le système de démocratie horizontale suisse sur le système vertical de démocratie française, qui a, son histoire pluriséculaire. En revanche, au niveau de l'Europe, il y a des questions qui peuvent se poser parce que beaucoup de gens ne sont pas satisfaits du fonctionnement de l'Europe, le trouvant extrêmement technocratique et vertical, des directives européennes qui arrivent sans qu'elles soient jamais discutées par les citoyens européens. Et on se dit, dans le fond, si on était à livre ouvert, comme dans chacun de nos cantons suisses, il y a des tout petits cantons de 10 000 habitants, il y a des cantons plus gros de plus d'1 million d'habitants, évidemment pas à la dimension de l'Europe, donc on ne se permettrait pas de faire des leçons à personne, mais est-ce qu'un modèle qui serait un modèle de type démocratique horizontal, c'est-à-dire où l'on serait beaucoup plus souvent consulté avant que les directives s'appliquent à nous, mais sur les futures directives européennes, bien sûr avec tout le rôle du Parlement, il y a un Parlement également et des députés en Suisse, est-ce que ce ne serait pas un modèle où celui qui impulse, qui dirige et qui contrôle donnerait plus de place aux citoyens? Alors, là, c'est vraiment très provoquant quand on regarde le petit film que nous avons vu. On voit les différents niveaux administratifs et on ne parle pas d'Europe.
Alors ça, c'est stupéfiant, parce que c'est déjà l'erreur la plus grave commise par les Français, c'est d'oublier l'Europe. Or, je rappellerai quand même, et tous ceux qui représentent les entreprises pharmaceutiques ici le savent très bien, la législation pharmaceutique, c'est une législation européenne qui s'impose à tous les États membres de l'Union européenne. Et il y a eu des avancées considérables. Je peux prendre, par exemple, il y aurait de multiples exemples, mais l'exemple du règlement sur les maladies rares, qui est un règlement européen. Sans ce règlement européen-là, eh bien, nous n'aurions pas les progrès considérables qui ont déjà été reconnus dans le domaine des maladies rares. Alors, je donne cet exemple, il y en a beaucoup d'autres. Quand on dit que l'Europe n'est pas démocratique, je suis profondément choquée, parce que le député sert à quelque chose au Parlement européen. Certes, la Commission européenne, sur demande du Conseil, va faire une proposition de directive ou de règlement, mais c'est le Parlement qui est législateur avec le Conseil. Le Conseil, c'est qui ? Ce sont les gouvernements, ce sont les ministres de la Santé. Donc il y a bien une représentation par le Parlement européen, une représentation démocratique, et donc je m'oppose totalement à ce point de vue-là. Quand nous travaillons, nous, sur une proposition qui est faite par la Commission européenne, sur une directive ou sur un règlement, texte législatif, eh bien, le Parlement va, par le biais des amendements, soit modifier, améliorer, soit, dans certains cas, complètement changer le fond du texte. Donc, il y a véritablement une vraie démocratie européenne. Et vous savez, on n'invente rien, nous, les députés européens. Moi, quand je suis rapporteur sur un texte législatif qui relève de la santé, non seulement je rencontre tous les acteurs de la santé, c'est-à-dire les médecins, les pharmaciens, les ordres des uns et des autres, je rencontre bien sûr les représentants des gouvernements des 27 États membres, je rencontre aussi toutes les associations de patients. Et si nous avons pu avoir un règlement sur les médicaments pédiatriques, certes perfectible, et on est en train de s'en occuper, eh bien, c'est tout simplement parce que nous avons été tellement poussés, aiguillonnés par des associations de parents d'enfants malades, que nous sommes arrivés à imposer au bout de quelques années à la Commission européenne de nous faire une proposition. Donc je ne peux pas laisser dire, d'abord que l'Europe n'existe pas, c'est complètement faux, au contraire, et je pense que tous les industriels le savent très bien et le reconnaissent, mais les députés européens sont là justement pour exercer cette démocratie, et souvent avec pas mal d'indépendance, parce que nous sommes un peu éloignés de Paris. Nous ne recevons pas des ordres directs. Nous avons à travailler sur des textes qui vont s'appliquer dans, aujourd'hui, 27 États membres. Cela veut dire qu'il faut tenir compte de tout le monde. D'accord. Alors, Guy, la démocratie en Europe, elle est horizontale ? J'en sais rien. En Suisse, oui, tu votes tout le temps les votations, mais c'est bien. Mais c'est vrai, maintenant, plus le pays est petit, plus tu peux faire ça. Et nous, ce qui nous manque, c'est les régions. Et je suis convaincu que oui, bien sûr qu'il y a de la démocratie. Moi, je reconnais ce que dit Françoise Grosset, il y a de la démocratie en Europe. On nous a raconté des histoires parce qu'on a des médias qui nous balancent des trucs insensés, mais ça marche beaucoup mieux. Moi, je suis allé effectivement invité au Parlement européen, je peux dire que ça bosse. C'est impressionnant, mais c'est un député européen à 5 ou 6 collaborateurs minimum. Il faut voir, ce sont des jeunes hyper titrés qui bossent 40... qui n'arrêtent pas de travailler. Ça n'a rien à voir avec le député français, je suis désolé de le dire. Non, mais permettez-moi. Je reconnais. Merci. Non, mais c'est comme ça, il faut voir la machine à Bruxelles. C'est une vraie machine. Alors on dit, oui, ils sont en dehors de tout, ils s'occupent de la chasse à la palombe, de la largeur du tuyau de chiotte dans les maisons. Peut-être qu'il y a des choses qui sont trop précises, mais de dire qu'il n'y a pas de démocratie en Europe est une erreur, est un mensonge. Alors, redescendons à l'échelon de la nation, puisque tout va bien en Europe et qu'en tout cas, il n'y a pas de déficit de démocratie horizontale en Europe. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler de qui impulse, qui dirige et qui contrôle. Pour l'instant, c'est quand même très vertical dans les entreprises. Est-ce que vraiment, le digital, peut-être, va aider, va contribuer à ce qu'on horizontalise? On a vu qu'on a parlé d'horizontalisation dans les entreprises, qui serait une sorte de fer de lance de cette horizontalisation des rapports entre les citoyens. Moi, je trouve que l'entreprise n'a rien de démocratique. On n'élit pas son directeur général, en général, dans une entreprise. Alors, quel est votre point de vue, Dominique ?
Ben ça, c'est clair qu'il y a peut-être de la démocratie en Europe, mais pas dans l'entreprise. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on regarde l'évolution du monde du travail et de l'organisation au travail des 30 dernières années, pour faire court, en tout cas, moi, c'est comme ça que je sens le truc, on est passé globalement des modèles de management paternaliste où on infantilisait les gens à aujourd'hui un modèle basé sur la fameuse industrialisation, les processus, les indicateurs où on les robotise. Mais on n'est jamais passé par la case « je fais confiance à l'individu ». C'est clair. Alors aujourd'hui, on nous dit « on a oublié l'humain ». Enfin, vous voyez la scène hey Robert, tu te rends compte, ça fait 30 ans qu'on a oublié l'humain. Oh là là, la bourde. C'est pas qu'on a oublié l'humain. C'est qu'on a volontairement et méthodiquement annihilé l'être humain dans le monde du travail et de l'entreprise. Il suffit de regarder le vocabulaire de l'entreprise. Il n'y a plus de dimension affective, émotive, tout ce qui fait l'être humain, ça y est plus. Vous voyez, on ne parle jamais d'enthousiasme, d'idéal. On va vous parler de valeur, de motivation. Et le mot le pire, celui qui incarne la non-démocratie dans l'entreprise, à mon avis, c'est le mot manager. C'est un mot qu'on n'ose même pas traduire en français tellement il est pourri. Tellement, en fait, il cache un sens inavouable. Et c'est quoi le sens inavouable? Globalement, manager, ça vient de l'italien maneggiare, qui est un terme d'équitation qui signifie tenir en main les rênes d'un cheval. Ouais, mais moi, c'est pas ça que je voulais faire quand j'étais enfant, tenir les gens en laisse. Moi, je voulais être un homme libre, un homme aimant. Ben, c'est ça aujourd'hui le monde de l'entreprise. Alors depuis le début de la matinée, moi, il y a un mot qui m'a vachement manqué. Alors je sais que ça fait un peu ringard de dire ça, donc moi je me trouve un peu comme un gros ringard. C'est le mot humanisme. Alors aujourd'hui, quand on parle d'humanisme, on est traité d'altermondialiste lénifiant. Non mais moi je crois à ça, je crois que l'avenir c'est l'humanisme. Je crois, vous savez, cette fameuse philosophie là, née en Europe il y a quelques siècles, où on disait on va placer l'homme et les valeurs humaines au-dessus de toutes les autres valeurs. C'est ça la modernité. Il faut inventer l'humanisme numérique, il faut inventer le management humaniste, il faut inventer la santé humaniste. C'est là-dedans qu'on va être bon. Et aujourd'hui, voilà, on n'y est pas. On n'est pas dans la démocratie, on n'est même pas dans l'humain, on n'est même pas dans l'humanisme. Moi, je crois que c'est ça notre direction, la direction qu'on doit prendre de façon volontariste, au lieu de rester dans une espèce de gloubi-boulga idéologique où on confond un peu tout. Merci, Dominique. Nicolas, on va parler du système de santé, mais avant de parler du système de santé, restons encore un peu dans l'entreprise et parlons justement de quand on est à la tête d'une entreprise qui a quoi, 80 000 employés, comme la CNAM-TS, comment est-ce qu'on peut mettre de l'humanisme, comment est-ce qu'on peut mettre un peu d'horizontalité? Est-ce que simplement c'est souhaitable? Comment on met de l'humanisme, c'est pas facile à théoriser. Je pense que ça dépend un peu du comportement et de l'état d'esprit des dirigeants. Mais je reviens à la question qui se pose à l'assurance maladie de cette question que vous avez posée entre management ou pilotage vertical et animation horizontale, parce qu'elle se pose dans toutes les grandes organisations et je pense qu'elle se pose évidemment à notre système de santé, parce qu'on voit bien qu'il y a là un élément décisif pour le faire bouger. Bon. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec l'opposition entre les deux. Le petit film, il est juste, on est dans un pays qui a le goût, évidemment, du pilotage vertical. On est très centralisé, on est très réglementé. Bon. Et je sens bien qu'il y a depuis quelque temps, à juste titre, l'idée qu'on va s'en sortir en cassant tout ça, en bridant et en faisant la place à tout ce qui va être horizontalité, animation des territoires, quelque part en opposition avec le pilotage national. Moi, je ne vais pas essayer ici de défendre l'idée qu'on a besoin évidemment de pilotage national, autant que d'avoir de l'animation horizontale territoriale, parce que je pense que chacun en est convaincu. Je pense que ce sur quoi on pêche, ce sur quoi notre pays a un mal de chien, c'est d'articuler les deux. Parce qu'on a besoin des deux. Et ce besoin d'articulation, de trouver les points de croisement, d'articulation, ces formes de mécanismes d'embrayage entre les deux, c'est aussi vrai dans les grandes organisations que c'est vrai de notre système de santé. Voilà. Et après, je ne veux pas être trop long parce qu'après je pourrais dérouler, je pense que notre système de santé, aujourd'hui, on voit bien qu'il est dans ce paradoxe un peu, enfin, que je vais un peu caricaturer, mais qui est un système de santé qui est sous tension, alors même que ça n'est pas un système de santé sous-financé. Bon. Pourquoi ? Parce qu'il est lesté par de vraies rigidités d'organisation, avec des déséquilibres.
je sais pas, chacun voit entre les grands secteurs, du cloisonnement, de l'atomisation. On a des modes de rémunération qui entretiennent ce type de rigidité d'organisation. Et donc, on voit bien qu'on va avoir besoin de faire bouger les lignes. Voilà. On ne les fera pas bouger par des lois descendantes, des sortes de big bang d'organisation, parce qu'on n'est pas très fort en France pour faire cela. Et je ne crois pas pour autant que les millefleurs, tels qu'on les connaît, dans des expérimentations locales qui partent dans tous les sens, soient une solution, parce qu'en France, par ailleurs, on a cette difficulté, que les expérimentations partent souvent sans précisément se raccrocher à un cadre national, et donc ni évaluation, ni pilotage, et ni donc capacité à en tirer quelque chose qu'on diffuse et qui fait évoluer le système dans son ensemble. Et donc ce sujet horizontalité, verticalité, pour conclure et rendre la balle, je pense que ce qui est pour moi majeur, passionnant à tous les systèmes de santé et organisation, c'est comment on travaille ce croisement et cette articulation. Et par ailleurs, on y reviendra. Je pense que dans le PLFSS qui arrive pour 2018, nous apportons un début de réponse pour essayer de progresser dans ce sens. Merci. Je voudrais repasser la parole à Guy sur ce point, parce que Guy est un turiféraire de l'horizontalité. Non, pas du tout. Alors justement, je voudrais prendre un exemple et reprendre un peu ce que dit Nicolas. Dans le fond, si on prend l'exemple, il y a des exemples dans le domaine de la santé où l'horizontalité nous mène au désastre. Je prends l'exemple de la vaccination. Je vais peut-être choquer des gens dans la salle, mais dans le fond, on a une ministre qui a pris des décisions extrêmement verticales. On a des blogs, on a des réseaux sociaux, on a toute une horizontalité qui mène dans un mur vis-à-vis de la vaccination. C'est-à-dire que si on confie la vaccination à un grand échange démocratique, on n'aura pas plus la moitié de la population convaincue, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'idées démocratiques qui ont plus que 50% d'idées favorables. Donc l'horizontalité, est-ce qu'elle n'atteint pas ses limites dans certains domaines, notamment le pilotage des politiques de santé? Mais tu as raison, l'exemple est tout à fait frappant. Mais je rejoins ce que dit Nicolas. Pour changer les structures, tu as deux façons de faire. François Mitterrand disait une révolution, ça se fait avec 4 hommes. Le chef, l'intellectuel, le flic et le communicant. Le reste, on s'en fout. Et puis tu as l'opposé, c'est Jack Welch, le patron mythique de GE, qui en 1991, 91, voit arriver Internet, et les personnels commencent à s'inquiéter. Il envoie un email « destroyyourbusiness.com » à ses 300 000 personnels, qui renvoie des informations sur « on n'est pas bien dans ce truc-là, ça on pourrait faire mieux ». Ça met quelques mois, et ensuite il renvoie un autre email « growyourbusiness.com ». Et là, maintenant que vous avez compris, on est tous d'accord, on y va. Donc je pense qu'il faut commencer par s'adresser à ceux qui font le boulot au quotidien, afin de remonter une structure, bien évidemment. L'horizontalité, ça ne marche pas. On l'a bien vu au Larzac avec les communautés post-68 ardes qui faisaient du mouton, comme ça, étaient tout contents. Ça a duré quelques semaines. Après ça, ils se sont tapés sur la gueule. Je veux dire, c'est bien évident. Non, mais c'est gentil, ça, bobo, c'est pattes d'éléphant et fleurs bleues. Enfin, ça ne marche pas. Ou alors, tu as l'horizontalité soviétique, où tu as une nomenclatura qui tient tout et les autres sont rien. Donc, je crois qu'il faut ce mélange. Et la difficulté, c'est que nous avons un système qui reste extrêmement teutonien. Depuis que le 14e a construit Versailles, et en tirant la cour pour la contraindre. Ce n'était pas pour sa magnificence, c'était pour contraindre les nobles et qu'ils n'arrivent pas à aller retourner à faire des frondes. On est resté là-dessus. Et ça me fait penser aux dinosaures. Tu sais, un dinosaure, ça pesait 40 tonnes, avec des gros pieds là, comme ça énormes. Ce corps était très lourd. Comment a-t-il fait? Il n'arrivait plus à se déplacer. Il a donc, millions d'années après millions d'années, créé peu à peu une longue queue, puis une longue queue pour avoir une petite tête, pour équilibrer le tout et avoir moins de poids au milieu. Moyennant quoi, il était moins agile, parce qu'il ne passait plus entre les arbres. Et puis il s'est fait ramasser par une météorite, peut-être. Mais nous sommes dans un état de dinosaure. Et je pense que la mère des réformes en France, et je suis sûr que le président de la République est d'accord, c'est de modifier la structure de l'État. Alors Jean-Pierre Zaniferi l'a dit, je crois qu'il a proposé un plan de 700 millions d'euros pour que les fonctionnaires fassent un peu ce qu'a fait Jack Welch. Envoyez-moi tout ce que vous pouvez, dites-moi tout ce que vous avez, et les bonnes idées, on vous les financera, on vous les paiera. Voilà, j'espère que ça va marcher, mais je crains que l'élite, les 3000 qui tiennent la France, c'est quand même la Cour qui tient la France. Ce ne sont pas, excusez-moi, s'il y a le pouvoir exécutif, mais c'est la Cour qui tient. Et il est vrai que le président de la République veut changer les directeurs des grandes centrales, c'est très bien, il a raison.
Donc il va falloir se méfier de ça. Je pense qu'il va falloir prendre le piolet pour défoncer l'État gentiment, lui garder sa substantifique moelle et le reste aux régions. 25% à l'État, 75% aux régions. Et combien pour l'Europe? De toute façon, vous savez, on vient régulièrement taper à la porte de l'Europe dès qu'on a des projets à financer. C'est-à-dire qu'en général, il est de bon ton d'être anti-européen, mais dès qu'on a besoin de quelques financements, on pense tout de suite à l'Europe. Moi, je vois débarquer tout le monde chez moi. Le nombre d'entreprises, de start-up qui viennent me voir régulièrement dans ma permanence en me disant « j'ai tel ou tel projet ». Dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de choses qui se font d'ailleurs. Alors en région, donc ils viennent me voir et qui me disent « est-ce que je peux bénéficier du programme Horizon 2020 » qui est le programme de recherche, qui est un programme particulièrement important. Ils viennent systématiquement demander un certain nombre de choses. Effectivement, il y a les financements européens. J'aimerais bien qu'on considère l'Europe pas seulement comme la vache à lait, bien évidemment, parce que ça, c'est ce qui nous conduit après à l'euroscepticisme. Bon. Quand on parle de qui impulse, qui dirige, qui contrôle, et de la verticalité ou de l'horizontalité, je suis d'accord avec vous. Il faut de toute façon un peu de verticalité, parce qu'on a besoin d'un décideur, d'un donneur d'ordre, d'un décideur qui sera responsable. Parce que si on veut plus de flexibilité dans notre système, c'est indispensable. Si on veut encourager l'innovation, il faut plus de flexibilité. Mais dans ce cas-là, il faut plus de responsabilité. Donc il faut bien qu'on ait un donneur d'ordre qui assumera cette responsabilité, mais il faut aussi que la responsabilité soit le plus près possible de la décision, de la prise de décision. Donc c'est vrai que l'échelon régional est important aussi. Mais l'horizontalité, elle a aussi tous ses inconvénients. Elle se développe pourquoi? Parce que l'arrivée du numérique fait que chacun a l'impression qu'il peut être acteur de la santé, y compris donc le patient, ce qui est extrêmement dangereux d'ailleurs, hein, parce que cela prête quand même à beaucoup de confusion, des informations, etc. Combien de médecins viennent nous dire qu'ils ont dans leur cabinet des patients qui arrivent et qui vont presque apprendre le diagnostic à leur médecin parce qu'ils ont vu telle ou telle information, parfois pas contrôlée du tout, sur Internet. Donc c'est vrai qu'on a l'horizontalité, elle est nécessaire à un certain niveau, mais il n'y a rien à faire, hein. Il faut garder un peu de verticalité. Alors, à vous entendre, je ne sais pas si on change beaucoup les choses. Dans le fond, il faut quand même maintenir la verticalité, il ne faut pas aller vers trop d'horizontalité parce que c'est dangereux. Et puis, que va faire le digital là-dedans? On reparlera. Est-ce que le Dr Watson va nous rajouter de l'horizontalité? Je n'en sais rien. Mais... Bien sûr que c'est compliqué. Évidemment que c'est compliqué, qu'il n'y a pas une vérité absolue. Mais le truc qu'il faut absolument éviter, c'est de faire ce qu'on fait d'habitude dans le secteur de la santé, c'est-à-dire copier avec 15 ans de retard les modèles déjà moisis de l'industrie. C'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on est en train de faire. Moi, je crains ça. Il faut regarder sur le terrain le désespoir des aides-soignantes, des hôtelières, des infirmières sur le terrain qui sont embarquées dans des espèces de processus désincarnés qui les broient. Il faut voir ça. Moi, je me dis quand même, mais le secteur de la santé, c'est quoi? Le principe général, c'est des humains qui prennent soin d'autres êtres humains. Si nous, on n'invente pas un modèle qui mixe verticalité, horizontalité avec une logique humaniste, qui va le faire? Moi, je crois que dans notre secteur, on a la capacité, on a l'intelligence, on a les ressources, on a les gens de terrain, on a les intellectuels, on a les institutions qui nous permettent d'inventer un modèle un peu à la française, dans notre tradition de pensée, un peu innovant, qui ne cherche pas à tout prix à copier des modèles qui sont déjà obsolètes dans le secteur de l'industrie. Moi, je vais vous dire, j'ai une super grande proposition à vous faire. Moi, je propose par exemple d'essayer, dans la santé, de remplacer le mot manager par le mot aimer et le mot management par le mot amour. Et on voit ce que ça donne. Oui, il y a une phrase de Lacan qui définit l'amour. Lacan, il disait « Aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas ». C'est une phrase de psy. En fait, un jour, j'ai percuté que c'est exactement la même chose, le management. Manager, c'est aussi donner toute la journée des trucs qu'on n'a pas à des gens qui n'en veulent pas. Donc, c'est QFD, manager, aimer, c'est la même chose. Mais ça change un paquet de trucs quand même. Hein. Vous voyez les organigrammes dans les entreprises, le conseil de bienveillance, le président amoureux général, la bien-aimée des ressources humaines, l'amant, administratif financier, tout ça. Mais, évidemment que c'est une boutade, mais aimez les gens, faisons leur confiance, tous ces gens qui sont sur le terrain, les institutions. Moi, je ne déteste pas la Sécu.
Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de choses à construire avec eux. Je pense qu'il faut revenir à une logique de confiance et s'il vous plaît, ne désincarnons pas notre système, quoi. Je suis sûr qu'on va créer l'innovation en remettant nos valeurs à nous dans le système, dans les organisations, dans l'innovation. Ça, il ne faut pas chercher à se départir de ce truc-là. Nicolas. Juste un petit témoignage. On a demandé à Dominique de venir à l'Assemblée Générale à Toulouse, des agents de la caisse primaire. Il y avait 1000 personnes et ça avait été un grand moment et tout le monde avait applaudi, évidemment, devant le directeur de la caisse qui, évidemment, trouvait ça moins drôle. Bon, j'exagère parce que Michel Davila avait évidemment invité Dominique. Non, je voulais juste simplement, moi, réagir à ce que Guy indiquait tout à l'heure sur... il faut que l'État se resserre et, quelque part, fasse un peu sa révolution culturelle. Comme souvent, je suis d'accord avec la dernière partie. Après, la question de savoir si l'État doit à ce point se resserrer parce que la solution serait de tout confier aux régions, moi, ça m'amène à pointer quand même une ambivalence formidable de tous sur ce sujet. Parce que quand on dit on en a marre de la verticalité, moi, ce que je sais dans mes échanges avec les professionnels de santé avec lesquels je travaille, c'est que tout le monde veut un cadre. Tout le monde est attaché à une règle. Et quand on me pointe le fait qu'une caisse primaire appliquerait une règle différemment de la voisine, c'est tout de suite un psychodrame politique majeur. Bon. Y compris quand d'ailleurs la caisse primaire est allée discuter avec ses homologues locaux pour peut-être trouver une petite manière de l'appliquer. C'est un vrai problème. Bon. De même, plus sérieusement, que moi je ne suis pas convaincu du tout qu'on puisse en France, par exemple, sur la question des modes de rémunération, qui est un élément à mes yeux tout à fait décisif pour faire bouger l'organisation du système, la qualité des prises en charge, de manière générale. Moi je ne crois pas que demain, les Français, les professionnels de santé soient prêts à ce qu'il y ait un tarif de GHS différent dans telle région, de telle autre, que le tarif de base de la consultation soit différent à Montpellier qu'à Strasbourg. Moi, je ne crois pas à ça. Voilà. En revanche, ce que je crois, et là je rejoins Guy, c'est que penser qu'on va déployer l'innovation depuis le sommet, on voit bien que ça ne marche pas. Bon. De même que quand on veut expérimenter à partir d'une idée qui vient du sommet, généralement, ça passe par la loi, parce que pour le coup, en France, on est un pays de loi, donc généralement, rien n'est possible sans qu'il y ait une loi qui permette de lancer l'expérimentation sur tel truc, et ça démarre généralement 3 ans plus tard. Et quand ça démarre 3 ans plus tard, en réalité, le sujet est caduc, parce que la vie est passée par là, et en fait, il faudrait faire autre chose. Bon. Donc là où je pense qu'il faut qu'on revoie le dispositif, c'est qu'il faut permettre que l'innovation remonte, et qu'elle remonte en ayant une capacité aussi à être véritablement innovante, c'est-à-dire à innover au sens où elle peut déroger, dans un cadre expérimental, mais déroger à des règles financières, tarifaires et même à d'autres règles d'organisation, ce qui évidemment touche à des sujets un tout petit peu plus techniques et complexes. Mais ça, je pense qu'il faut qu'on l'organise. Ça s'organise. Et ça s'organise avec une finalité qui est pour moi un élément clé. Et c'est pour ça qu'il faut reboucler avec le pilotage national, qu'il faut qu'on évalue les choses, et quand les choses marchent, ce qui est pour le coup là, à mon avis, un levier décisif pour notre pays, quand quelque chose marche, être enfin capable de le déployer. Parce qu'en France, malheureusement, on bute éternellement sur ce point-là. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais regarde, il y a des initiatives qui existent, on en parle très peu. Par exemple, à Charleville-Mézières, les médecins libéraux sont à l'hôpital. Hein, ils ont fermé la clinique, ils sont à l'hôpital. À Châlons-en-Champagne, le groupe de cliniques Courlancy reconstruit avec l'hôpital. On n'en parle jamais. Jamais. Mais le problème, mais c'est dommage, il y a plein de choses qui se font en France, et quand ça revient à la technostructure, on vous dit « Ah oui, c'est très bien ce que vous faites, mais ce n'est pas reproductible. » C'est terrifiant, ça, tu vois. On ne peut pas le modéliser, mais on s'en fout. On ne fera pas la même chose à Brest, à Strasbourg, à Lille ou à Marseille. Pourquoi on ne laisse pas des initiatives à ce point différentes éclore d'une région à l'autre? Les cultures ne sont pas les mêmes, les pathologies ne sont pas les mêmes. Qu'on nous lâche la grappe. Il y a un moment, on a envie de dire, mais laissez-nous faire. Contrôlez-nous a posteriori. En France, le citoyen est un ignare, considéré par les Versaillais, un ignare, et donc il faut qu'on lui dicte ce qu'il doit faire sans même lui apprendre, donc il n'y a pas de pédagogie, et non seulement c'est un ignare tricheur, donc il faut qu'on le contrôle a priori, pour qu'il évite de faire des conneries. C'est insupportable, et si les gens se rebellent, c'est pour ça. Donc je dis, moins d'État, plus de contrôle a posteriori, voici l'étoile polaire,
allez-y, je veux à 2 ans, 4 ans, 6 ans, je veux ça, et on verra. Ça suffirait. Et je suis sûr que là, les initiatives dont parle Dominique Pomme, il y en aurait plein. Tout le monde dirait, et on s'aimerait, on s'embrasserait tous les deux comme des fous. Quoi. Pardon. Tout à l'heure, dans une des tables rondes, mon voisin, j'étais assis tout à l'heure, mon voisin me disait, si le dossier pharmaceutique fonctionne, c'est parce qu'il est parti d'une démarche bottom-up. Absolument. Si le DMP ne fonctionne pas, c'est parce qu'il est toujours d'une démarche top-down. Nicolas ? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Enfin, je veux dire... C'est assez vrai. Non, mais d'abord, le DP, il est porté par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il n'est pas né parce qu'il y a 2 pharmaciens qui, dans tel endroit, ont dit on va faire un dossier pharmaceutique France entière. Arrêtons de se raconter des histoires. Bon, après, le DMP, je ne vais pas faire l'autopsie du DMP depuis 2004. Il se trouve que j'ai la chance ou la malchance que l'assurance maladie ait récupéré cette responsabilité depuis maintenant la loi de janvier 2016. Donc, je m'y attelle, je m'y emploie, et j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose. Voilà. Donc, je le fais avec beaucoup d'humilité, en m'appuyant beaucoup sur les acteurs. Je regarde Dominique parce qu'il fait partie de ceux sur lesquels, à Toulouse, on s'appuie dans le cadre d'une phase pilote. Moi, je pars, pour le coup, c'est intéressant, je pars de cette conviction. C'est un bon cas, je trouve, DMP, que oui, on a besoin d'avoir à un moment donné du pilotage national, parce que quand l'assurance maladie prend un truc et à un moment donné le déploie, est capable d'ouvrir des choses qui me paraissent avoir beaucoup de sens, qui est qu'un assuré, par exemple, peut ouvrir son DMP en ligne. C'est pas mal d'avoir la CNAM pour faire qu'on puisse ouvrir son DMP en ligne. Qui fasse que, par exemple, le patient, il ait son DMP sur son smartphone. Aujourd'hui déjà, dans les 9 départements où on a lancé en phase pilote le DMP, eh bien, ceux qui ont un DMP, ils ont leur DMP sur une application qu'on peut télécharger sur les stores. Bon, c'est pas mal d'avoir un pilotage national pour permettre ce genre de choses. Et puis ensuite, en revanche, comment ce DMP va vivre, comment on va l'alimenter, comment il va pouvoir par ailleurs ne pas être un système isolé, parce que ce DMP, il a vocation à s'enrichir, il faut qu'il puisse dialoguer avec 1000 autres bases de données de santé par des API qui, en langage informatique, doivent permettre à un moment donné que ces outils dialoguent entre eux et s'enrichissent. On aura des sujets CNIL, évidemment. On aura des sujets techniques, évidemment. Mais c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc là encore, c'est toujours pareil. Moi, je suis convaincu de ce que l'opposition entre ces 2 logiques n'a pas de sens, mais que tout le nerf de la guerre, ce qui est le plus passionnant, c'est de trouver les points d'articulation. Dominique, à ce sujet, le citoyen, dans l'expérimentation que vous menez à Toulouse, vous l'impliquez ? Dans le DMP, j'entends. Oui, voilà, évidemment, c'est obligatoire, mais pour revenir sur ce que dit Nicolas, là, on a envie de l'aider, le pauvre. Enfin, franchement, quoi. Non, franchement, moi, j'ai pas envie qu'il se plante. Hein. Je vous le dis, en tant que citoyen et contribuable, le DMP, ça va, quoi. Moi, je sais que j'étais un petit peu à l'origine, en 2004, de l'idée. Maintenant, je me dis, allez, il faut qu'on se mobilise pour les aider, parce qu'ils ont quand même plein d'atouts. Moi, je trouve l'équipe nationale est à l'écoute. Il y a une vraie culture de terrain, c'est structuré. Nous, il faut vraiment qu'on les aide. Donc, vertical, horizontal, je pense qu'il faut avoir ce type d'élan. Donc, il faut aimer la Sécu, quoi. Françoise, ils vont oublier l'Europe encore, non ? Remarquez, de toute façon, quand on parle de politique de santé, il y a bien évidemment compétence nationale quand il s'agit de tout ce qui est management de la sécurité sociale. Je reprends un mot que vous n'aimez pas. Et l'Europe se situe à un autre niveau. Moi, je suis convaincue que petit à petit, nous sommes en train d'élaborer une Europe de la santé parce que, bien évidemment, les frontières n'existent pas pour traiter bon nombre de nos problèmes. Quand on parle de la vaccination et de la décision de la ministre, que je trouve parfaite, d'ailleurs, je l'ai souligné dès que la décision est sortie, parce que moi-même, je suis en permanence en train d'appeler justement les personnels de santé, les professionnels de santé en France à véritablement faire leur travail dans le domaine de la vaccination. Et on va lancer un programme, là aussi, de communication européen pour inciter les États membres à s'occuper un peu plus de la vaccination, parce que c'est un problème qui nous concerne tous. Mais il y a beaucoup d'autres sujets. Quand on a travaillé sur la directive soins de santé transfrontaliers, j'en étais le rapporteur, c'était un pas en avant extraordinaire au service du patient.
Alors ça a été difficile. Il y a encore des points qui ne sont pas encore tout à fait positifs. Enfin, on a nos centres, nos réseaux européens de référence. Là, c'est bien, ça marche bien. Au niveau des points de contact, même la France a eu quelques difficultés. Mais on avance parce que nous avons la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Il est logique que dans le domaine de la santé, chaque citoyen européen puisse se dire « je vais aller me faire soigner voilà, où je trouve la meilleure qualité de santé pour ce que malheureusement j'ai ». Donc voilà, ça c'est si vous voulez, c'est l'échelon européen. Alors, bien sûr, quand il y a des grandes affaires comme l'affaire du Mediator, l'affaire des prothèses PIP, sur ces questions-là, ce qui est arrivé, c'est qu'on était déjà en train de réviser les législations dans ce domaine-là, mais c'est vrai que ces exemples-là sont venus conforter le fait qu'il fallait, nous, au niveau européen, qu'on renforce la législation, qu'on prenne en compte malheureusement ce qui était arrivé, qu'on voit les lacunes de la législation antérieure pour améliorer les choses. Donc c'est vrai que le niveau européen, il est essentiel, bien sûr. Et Guy, je voudrais ton avis, on revient sur ce qui nous obsède sur cette table ronde, c'est cette intégration entre le vertical et l'horizontal. Dans le fond, il y a un coût très élevé à l'horizontal. J'ai entendu ce matin, quelqu'un disait il faut supprimer les réunions. Ah, voilà, si vous êtes vertical, vous n'avez pas besoin de réunions, ou en très petit comité. On peut supprimer toutes les réunions, c'est la verticalisation immédiate. Donc il y a une contradiction entre la suppression des réunions. La Mayo Clinic avait même presque modélisé cette histoire. Il fallait au contraire qu'il y ait une réunionnite. C'était un des instruments de l'horizontalité, au moins au sein de l'entreprise, c'est-à-dire sans impliquer tant que ça les usagers. Mais que penses-tu de ça? Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a une... Si tu acceptes l'horizontalité, ou si tu veux qu'on aille vers l'horizontalité, il faut accepter que ça va aller plus lentement. Je ne veux pas aller vers l'horizontalité. Je pense qu'il faut aller vers ce mixte. Mais si je reprends, je vais répondre, si je reprends le dossier médical partagé, 2004, effectivement, Douste Blazy lance ça en disant dans 2 ans, on va gagner 2 milliards d'euros. 5, il a espéré 5. Bon, 10, 20, 30, qui prend, je prends, vous, à gauche, à ma droite. Et donc, on est 13 ans plus tard. Et Nicolas vient de nous dire qu'il y a 9 départements qui sont en test sur le dossier médical partagé. Pendant ce temps-là, les pharmaciens, sous l'impulsion d'Isabelle Landelot, et il faut la reconnaître, elle est là et bravo, ils ont fait tout seuls en privé un dossier que j'ai été visiter dans son officine du 18e. J'ai été voir comment ça se passe derrière, avec les alertes qui arrivent et tout ça. En 3 heures, la France peut être bloquée au point du médicament sur une alerte grave. C'est fantastique. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti de là ? C'est pas le Conseil de l'ordre, alors. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti de là ? C'est une officine, c'est pas... Non, c'est avec le Conseil de l'ordre. Bien sûr que ce n'est pas quelqu'un, mais c'est sans doute un certain nombre de pharmaciens qui ont discuté ensemble. Mais pourquoi on n'est pas parti de cette base-là pour rajouter les quelques données médicales ? Là, on a construit encore une tour d'ivoire, un truc, une babelle, en mettant un nombre d'items inimaginable. La communication, je suis désolé, entre ville et hôpital, ça passe par un portable que payerait l'hôpital à chacun de ses praticiens hospitaliers. Et qu'il ait les 600 ou 700 téléphones de ses correspondants. Le petit gamin arrive avec une appendicite aiguë, on lui dit appendicite, c'est envoyé sur le smart du médecin qui le redit à la famille. Il est opéré 6 heures plus tard, appendicectomie, TBB, ciao. Ça se commence par là. Ça ne coûte rien, le prix de 2 secrétaires dans un CHU, le coût du téléphone portable. On n'est même pas capable de faire ça. Donc je veux dire, on a tous les outils aujourd'hui numériques et télématiques pour communiquer sans avoir besoin de se réunir tout le temps. De temps en temps, il faut du présentiel. Mais une fois qu'on a travaillé le sujet, je répète, nous restons dans un système fixé et je pense qu'il faut faire la révolution. Je suis désolé, tranquille, hein, mais il va falloir comprendre qu'il va falloir dégraisser complètement cet État qui, pour des détails infimes, nous oblige. Tu sais qu'un directeur d'hôpital reçoit 240 arrêtés circulaires et directives par an, une par jour, dont les plus grosses font jusqu'à 80 pages. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'on lui donne un contrat de 4 ans et qu'on arrête de lui dire qu'il est virable pour les CHU au Conseil des ministres. Enfin, ce n'est pas supportable. Moi, je pense que là, nous sommes un vieux pays et que si on ne bouge pas ça, on ira dans le mur. C'est évident. Dominique, tu peux réagir ? Ouais, je vais essayer de donner une petite note d'optimisme en parlant d'une initiative, on va dire, de démocratie participative et d'horizontalité. Bon.
On a un certain nombre de cliniques françaises indépendantes. Vous savez, la fameuse espèce en voie de disparition. Des cliniques qui appartiennent aux médecins ou à des familles, enfin en tout cas à des personnes physiques. Et on a décidé de tenter l'expérience de la coopérative. Donc, c'est-à-dire la vraie démocratie participative. Hein, vous voyez, l'intelligence collective au service d'entrepreneurs de santé. On a créé ça en 2012 et on était une dizaine au début. Aujourd'hui, on est 140. Et aujourd'hui, il y a une dynamique qui se crée. C'est-à-dire on arrive à porter des projets en commun, échanger, se donner de l'efficience commune juste en partageant de l'expérience, on vient de créer un GCS pour la recherche clinique, on travaille pour mutualiser les achats. Et pourtant, il n'y a pas de chef, pourtant il n'y a pas de verticalité, et pourtant on est soumis au harcèlement textuel, comme disait Alain Coulon à l'époque, mais pourtant on y arrive. Alors c'est pas facile tous les jours, on apprend notre modèle chemin faisant, mais je pense que dans la mesure on essaie de ne plus être dans une logique clivante, dans une logique qui se renvoie les responsabilités les uns aux autres. Je pense sincèrement qu'en faisant confiance aux acteurs, il y a plein de nouveaux modèles qui peuvent émerger de façon positive, efficients, innovants et humains. Et Nicolas, on vous a passé la patate chaude de ce DMP. Non, on ne va pas faire tout le truc sur le DMP, mais sachant que si on fait 9 départements, c'est qu'on l'a fait rapidement et que les autres suivent l'année prochaine. Et vous allez voir, moi je pense que cette affaire peut fonctionner et doit fonctionner. Bon. Non, mais après, moi, je ne vais pas être dans le jeu de rôle où Guy dit il faut tout faire péter. Moi, je dis non. Le cadre est important. Je pense que le cadre est important. Je pense aussi, en effet, qu'il faut qu'on bouge dans nos modes de gouvernance. Et c'est vrai de la structure publique. Je vous le concède. Et c'est vrai aussi du privé et des professionnels. Parce que cet attachement, je dirais, à la régulation nationale, elle traverse aussi les fédérations, les syndicats professionnels. Et donc je pense qu'il va falloir que collectivement, on apprenne à faire bouger progressivement, lentement, mais sûrement un peu le paradigme. Et je pense que nous aurons, j'espère, on écoutera attentivement la ministre demain matin, je dirais une capacité à faire évoluer les choses dans les prochaines années. En tout cas, moi, c'est mon souhait. Françoise ? Oui, alors, je crois qu'il faut... je suis la seule politique à cette table, donc il faut aussi assumer la responsabilité des politiques. Et s'il y a souvent des blocages, cela vient aussi des politiques sur le terrain. Combien de parlementaires ou de maires défilent avec leur écharpe tricolore dans leur commune pour que l'hôpital ne ferme pas, pour que la clinique d'accouchement ne ferme pas, etc. Chacun veut tout dans sa propre ville. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, pour avoir un système de santé qui soit de qualité, performant, et qu'il y ait l'égalité de tous devant la santé, hein, c'est parce que c'est à cela qu'on travaille, eh bien, il est indispensable d'organiser des fermetures d'établissements qui ne sont plus au niveau assurant cette qualité-là et cette sécurité-là. Et donc, les politiques, souvent, jouent un très mauvais rôle. Moi, je suis catastrophée quand je vois mes collègues qui défilent, parce que je sais que c'est ce qu'il ne faut pas faire. Alors, c'est vrai que il faut avoir du courage aussi pour dire à ses électeurs, dans sa circonscription ou dans sa ville, en réalité, je suis d'accord pour qu'on ferme mon établissement parce qu'il n'y a plus assez d'actes et donc il n'est plus performant. C'est même dangereux pour vous, pour votre santé. Il vaut mieux avoir à faire 30, 40 ou 50 kilomètres pour bénéficier d'une santé assurant toute cette sécurité-là. C'est compliqué, mais là, le politique joue un rôle, souvent, qui est quand même assez négatif. Moi, je le regrette vraiment. Mais ça, malheureusement, la responsabilité, elle est partagée. Je voudrais, dans les dernières minutes qu'on va avoir, qu'on aborde un point qu'on n'a pas abordé. On est deux profs à cette table, c'est l'enseignement. Si on parle d'humanisme, dimension humaine et d'humanité et d'humanisme dans les relations, et notamment dans le système de santé, il faut un citoyen formé. Il faut des professionnels formés. Et comment on fait, comment on utilise cette révolution digitale pour nous aider à faire de l'enseignement? Alors, il y a des initiatives, il y a les MOOC, Massive Open Online Course, qui se traduisent assez peu en français. Est-ce que vous pensez que ça va être un enjeu assez clé aussi dans cette horizontalisation?
Non, mais il y a les systèmes de simulation qui sont indispensables pour apprendre les gestes de base et les répéter, comme font les pilotes. Ça, c'est tout à fait normal. C'est nouveau, il n'y aura plus un malade qui sera touché par quelqu'un d'inexpérimenté. C'est une très bonne nouvelle. Ce que tu fais à l'école de... On fait ça, mais non, l'école de chirurgie, elle a fermé parce que le patron de mon université m'a viré comme un malpropre, jaloux de ce qu'on faisait. C'est comme ça, la France. C'est comme ça. Et je suis catastrophé, je le dis, il y a des doyens sans doute ici. Nous devons totalement, je ne veux pas faire le matamor, mais nos études de médecine ne correspondent absolument plus à ce qu'il faut faire aujourd'hui. Pour les gamins, les jeunes l'ont dit. Nous sommes décalés, nous sommes en retard. Je suis vraiment frappé par ça. Nous apprenons des choses qui sont inutiles quand on n'apprend rien de la psychologie, de la communication, du système de santé. Ils ne savent même pas comment est l'organigramme étatique. C'est effrayant. Et ensuite, on les balance dans le métier comme ça. Donc on a tout à revoir. Comme on a à revoir l'État, comme on a à revoir l'enseignement qui est vraiment, je pense, là encore, très, très en retard, qui reste sur la vieille tradition médicale. Il faut réduire les études de médecine à 8 ans. Comment mettre 12 ans, mais ça ne sert à rien. Avec ce que disait Nicolas, de vrai. C'est-à-dire que la profession elle-même... Mais bien sûr. Et les profs eux-mêmes. Mais bien sûr, mais j'aime bien Jean-Paul Ortiz, mais la CSMF, c'est un syndicat qui a été créé en 1928 pour résister. Nous sommes en 2017, 90 ans de résistance. C'est bien, hein, pour une plante, hein, mon cher Jean-Paul. Donc, mais voilà, mais c'est ça. Et on voit bien comment les anciens libéraux, comme disaient les jeunes, qui sont perdus, il faut les aider, peut-être de dire partez en retraite et venez comme vacataire dans la maison de santé. Vous allez être utile aux jeunes parce que vous avez de l'expérience. Quittez votre cabinet. Il va falloir des aides, là, j'en suis sûr. Des transferts, ils sont très utiles pour les jeunes, mais qu'ils arrêtent de taper du tambour en disant « moi, je fais mieux partout et je suis tout seul. » Et voilà, le libéral, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. C'est pas possible. Dominique a une culture mixte, qui est ingénieur, qui est informaticien lui-même. Vous en pensez quoi? Moi, ce que j'en pense, c'est que les premiers à former, c'est les décideurs comme nous tous ici. C'est un peu c'est la première fois que je viens, Guy, ça ressemble au Davos de la santé, quoi. C'est l'élite qui parle de comment on va organiser le système de santé. Puis après, il y a les gens de terrain. Pour moi, les premières personnes à former, c'est les dirigeants, c'est les managers. Et à mon avis, la meilleure formation, elle n'est pas digitale. Pourtant, moi, je suis un passionné de tout ça. La formation du dirigeant, c'est d'aller laver le cul des patientes avec les aides-soignantes, c'est d'aller éplucher les légumes, c'est d'aller passer la monobrosse avec les femmes de ménage. Le truc quand même qu'il faut, l'humilité du dirigeant, elle est essentielle. Parce que c'est quoi un manager ou un dirigeant? C'est un type ou une nana qui un jour se dit non, mais moi, je pense que j'ai les capacités intellectuelles et la dimension éthique pour qu'à mes côtés, les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ouais, oh. Non, mais rien que pour raisonner comme ça, il faut avoir un problème psy. Un problème de rapport au père ou à la mère, une culpabilité bidon, une sexualité en vrac. En tout cas, il y a un truc qui ne va pas. Donc, si le dirigeant arrive à réaliser ça et qu'il arrive à avoir l'humilité de dire que sa formation va se faire sur le terrain, au travers de ces gens, au contact de ces gens magnifiques qui font un boulot mais fantastique en France, dans les hôpitaux, les cliniques, dans les cabinets médicaux, c'est ça la formation. Le numérique accompagnera tout ça. Et si le numérique accompagne ça à nouveau, on est dans une forme d'humanisme. Il ne faut pas inventer des choses désincarnées avec le numérique. C'est ça. On est en attente de grands projets d'humanisme numérique. Mais revenons à la base, aux gens. Voilà. Et là, il y a des ressources mais colossales en termes de formation, d'acculturation, beaucoup de choses à faire. Reconnaissance et confiance. Je t'assure que c'est les deux mots. Reconnaissance des personnels, de l'aide-soignante, du technicien de base. Il faut leur demander leur avis. Et ils vous disent des milliards de choses par rapport à leur métier. Et la productivité, elle augmente tout de suite quand on fait ça. Oui, bien sûr. Ça, je suis bien de cet avis. C'est vrai partout, hein, pas que dans le domaine de la santé. Je pense que dans toutes les entreprises, c'est la même chose. Dans tous les bureaux, c'est la même chose. Le numérique, c'est un outil qui va permettre de gagner du temps, qui permet vraiment, qui est une aide à la décision beaucoup plus rapide, plus efficace, mais ce n'est qu'un outil, et je suis d'accord, il faut replacer l'être humain au milieu de tout cela, ça je suis entièrement d'accord. C'est très, très positif. Nicolas? Non, mais moi je suis très humble par rapport à ça, parce que je suis d'ailleurs quelque part, je ne suis jamais allé passer le monobrosse dans les escaliers de la caisse primaire, d'où que ce soit. Donc bon. Et ce faisant, honnêtement, je le dis, moi je suis complètement convaincu que c'est par les hommes et les femmes qu'à un moment donné, on crée un état d'esprit. Et dès lors qu'on y arrive, les choses peuvent aller très très vite. Très très vite. Voilà. Après, moi je ne suis pas sûr qu'il existe quelque part une baguette magique qui permettrait de former instantanément tout le monde et transformer la psychologie et l'état d'esprit de tous. Bon.
Soi-même, quand on est convaincu d'être un formidable manager, en réalité, c'est bien plus compliqué pour de vrai. Et donc, je pense que voilà, il faut rester très humble, et je le suis en tout cas. Un mot de conclusion. Voilà, mais je crois que tout a été dit. Enfin, voilà, je répète, hein, c'est la confiance dans les femmes et les hommes qui bossent, quel que soit leur niveau, qui permet de construire ces structures qui auront une certaine verticalité agile, comme on dit aujourd'hui. Voilà. La tour fera un peu ça. Flexible. Dominique? Non, voilà, il a résumé. Non, mais c'est vrai. Il faut assumer cette espèce de romantisme à la française, de dire, ben voilà, on va baser un modèle basé sur la confiance dans les gens. Assumons ça. Vous verrez qu'il y aura 1000 expérimentations possibles. Nous, on a créé un incubateur de start-up. Je vais vous dire un truc, c'est hyper fastoche d'innover. Franchement, il n'y a pas besoin d'être une cocotte minute. Avec un tout petit peu de bon sens, de pragmatisme, on peut innover dans la santé en France. Mais il faut derrière avoir un idéal. Il n'y a pas de grand projet humain sans idéal. Et notre idéal, il doit être inscrit dans notre tradition de pensée humaniste. En tout cas, les collaborateurs... Voilà. Je partage l'idée qu'il suffit d'ouvrir la fenêtre ou la porte pour que les gens s'engouffrent. On fait, nous, ça, à l'assurance maladie. Je suis bluffé de voir que d'année en année, on a de plus en plus d'équipes, de projets qui remontent, et les gens sont très heureux. Voilà. Merci Tant mieux. à tous. Merci.